c'est à Tours, capitale de la région des Châteaux de la Loire, que nous vous proposons notre émission ce samedi. Une semaine d'actualité, Pierre-Édouard Deldic. Non pour vous parler de tourisme, d'histoire, mais de journalisme à l'occasion des 9e Assises du journalisme, un forum qui chaque année fait le point sur une profession à la fois très décriée et terriblement attirante, si j'en juge par le nombre de jeunes qui veulent la pratiquer. Nous en entendrons d'ailleurs quelques-uns tout au long de notre session. Bien sûr, vous allez aussi retrouver votre sélection hebdomadaire de reportages. Nous parlerons de l'Afrique après le flash. « 7 jours dans le monde ». Et avant de retrouver nos nombreux invités, parlons d'un des sujets majeurs de l'actualité internationale, la menace des djihadistes en Libye, djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Ils ont attaqué une ville tunisienne, Ben Guerdan, nous en parlerons d'ailleurs tout à l'heure. Une chose est sûre, il y aura une intervention armée occidentale en Libye. Seule incertitude, la date de cette opération, Abla Jounaidi. Ces dernières semaines ont vu se multiplier les signes d'un engagement plus grand des Occidentaux sur le théâtre libyen. Outre les articles de presse évoquant des opérations clandestines, il y a toutes les manœuvres annoncées. Les vols de reconnaissance menés par la France fin 2015, les frappes américaines, dont la dernière en février visait un chef présumé de l'EI. Cette semaine, des responsables militaires à Washington révélaient, sous le sceau de l'anonymat, que 30 à 40 cibles djihadistes avaient été répertoriées par le Pentagone. L'Italie, appelée par Washington à jouer un rôle de premier ordre, autorise depuis peu les drones américains à utiliser une base en Sicile. Mais sur son engagement direct, Rome se montre encore ambiguë. La question demeure épineuse car en Libye, les conditions sécuritaires et politiques ne sont pas réunies. La lutte que se livrent les deux gouvernements rivaux et leurs milices respectives ont laissé grandir l'EI. Ce n'est que le mois dernier que des milices alliées au gouvernement de Tripoli sont passées à l'offensive contre l'organisation. Quant à la coalition rivale dirigée par le général à la retraite Khalifa Haftar à l'est, il est occupé à chasser les brigades islamistes de Benghazi. Enfin, toutes les capitales occidentales continuent de désigner comme préalable le vote d'un gouvernement d'unité libyen avant toute intervention. Une semaine d'actualité, donc une émission à podcaster sur le site de la radio rfi.fr. Nous sommes donc aux 9e Assises du journalisme à Tours, au Palais des Congrès, le palais Vinci, construit, je crois, il y a 20 ans par l'architecte Jean Nouvel, assises auxquelles participe l'école publique de journalisme de Tours, le PJT. Nous entendrons son directeur dans un instant et une de ses enseignantes tout à l'heure. J'ai voulu que cette édition d'une semaine d'actualité, émission qui reçoit beaucoup de journalistes, donne la parole à des jeunes confrères et consoeurs tournés vers le monde en particulier. Mais d'abord, parlons des assises avec vous, Marc Maintret, vous les avez présidées cette année. Elles ont duré 3 jours donc à Tours et elles avaient pour thème le prix de l'info. Oui, exact. Alors, dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme, c'est-à-dire le prix de l'info, c'est combien coûte l'information. C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt à la payer ou est-ce qu'on préfère l'information gratuite? La deuxième grande question autour du prix de l'info, c'est est-ce que cette information elle a de la valeur, c'est-à-dire est-ce qu'elle a de la qualité, et si elle a de la qualité, c'est-à-dire avec des reportages de terrain, avec des choses comme ça, est-ce qu'à ce moment-là, on est prêt vraiment à payer vraiment de l'information et en même temps, il faut de l'argent pour payer des reportages à l'étranger. Donc voilà, il faut donc la question du prix de l'info est une question centrale. Et la troisième chose qui est très importante pour nous, c'est qu'en fait, le prix de l'info, ça renvoie au public, au lecteur, à l'auditeur, au téléspectateur. Est-ce que lui aussi, il est prêt à payer pour avoir cette information de qualité? Donc c'est pour nous, la question du prix de l'info est une question absolument centrale. Il y a eu beaucoup de tables rondes, comme d'habitude, comme depuis 9 ans en quelque sorte. Beaucoup de journalistes, beaucoup de spécialistes des médias sont venus parler de ce thème, mais pas seulement de ce thème d'ailleurs. Et on s'aperçoit vraiment très clairement qu'il y a une vraie réflexion aujourd'hui en France sur le journalisme. Sur les différentes formes de journalisme. Oui, alors parce que le journalisme est en pleine mutation, hein, il bascule ce qu'on appelle des anciens médias, c'est-à-dire la presse papier, la télévision, la radio,
vers l'Internet. La radio, vous avez parlé de RFI.fr. Je veux dire, la radio est maintenant diffusée sur le web et c'est un moyen extrêmement pratique en fait d'écouter la radio, mais aussi avec les podcasts. Donc, on est en plein basculement et en fait, le basculement, il pose un problème. Le problème, c'est que l'ancien modèle économique qui était fondé sur l'achat par les lecteurs et par la publicité, ce modèle économique s'effondre et en fait, on a inventer un nouveau modèle économique et c'est ce nouveau modèle économique qu'on a beaucoup de mal à trouver. Alors vous allez rester avec nous tout au long de cette émission, oui. Marc, si vous voulez, Marc Maintré. J'accueille Nicolas Souris, qui est le directeur de l'EPJT, l'École publique du journalisme de Tours, une des 12 ou 13 écoles reconnues. 14 maintenant, ça augmente chaque année quasiment, 14 écoles reconnues. Et vous êtes aussi partie prenante de ces assises. C'est ça qui est intéressant. Oui, tout à fait. On a accueilli la nouvelle des assises venant à Tours comme d'abord un moyen de mettre en œuvre un projet éditorial. Pour nous, l'idée, c'était que nos étudiants puissent couvrir ces assises. Et avec les équipes audiovisuelles et informatiques de l'IUT, on a monté, je pense, un beau projet, gros projet. Et d'ailleurs, nous sommes au cœur de la newsroom, comme on dit en français, implantée par l'école, qui suit ces travaux. Il y a une Québécoise à côté qui rigole un peu, mais une newsroom, donc, comme on dit en français, qui suit minute après minute ces travaux. Tout à fait. Et donc, on a eu un triple projet, en quelque sorte. Un projet papier, parce qu'on croit encore au papier. C'est important, le papier. Donc, tous les matins, on diffuse un journal de 8 pages qui est fait par des étudiants de deuxième année de DUT de l'école. On a eu un projet web, évidemment, qui vient en complément du papier et qui permet de suivre tout ce qui se passe aux assises depuis le début. Et puis un projet télé. Nous sommes au cœur d'un studio là, pour l'émission, studio dans lequel on a fait énormément d'entretiens que l'on met en ligne très régulièrement. Alors, cette réflexion menée pendant ces assises vous sert aussi à vous, patron d'une école de journalisme, Nicolas Souris, parce qu'il faut suivre les mutations et vous les suivez, je le sais. Bien sûr, tous les étudiants vont, en tant que futurs journalistes, en tant que jeunes journalistes, écouter ce qui se dit sur notre profession, sur ces mutations, sur aussi ce que doit rester notre profession de journaliste. Donc, je dirais que c'est une sorte de congrès à ciel ouvert pour eux, presque des cours gratuits finalement. Alors on va essayer de refléter dans cette émission ce qu'il y a dans la tête des journalistes avec quelques étudiants qui vont nous accompagner. Mais je vous propose de retrouver tout de suite l'actualité. Une semaine d'actualité. Et avant donc de retrouver nos invités à Tours, partons maintenant pour Bruxelles, après l'important accord de principe entre l'Union européenne et la Turquie à propos bien sûr des réfugiés. Correspondance mardi de Quentin Dickinson. Par la voix de son Premier ministre, Ahmet Davutoğlu, la Turquie propose de reprendre tout migrant indésirable en Europe et de le renvoyer ensuite dans son pays d'origine, à la condition que l'UE accueille en contrepartie un Syrien actuellement dans un camp en Turquie. Cette formule 1 pour 1 aboutit en fait à échanger un migrant illégal contre un réfugié reconnu comme tel. Cette noria humaine est appelée à se développer à grande échelle. L'objectif est à la fois de renvoyer le plus grand nombre possible d'illégaux qui se trouvent actuellement dans l'UE et de rendre sans objet le recours par des migrants potentiellement légaux aux filières de passeurs. Pour prix de leur coopération, les Turcs entendent doubler le tarif. Là où les Européens pensaient contribuer 3 milliards d'euros à la construction et à l'entretien de camps aux normes européennes en territoire turc, désormais Ankara réclame 6 milliards. Cette rallonge n'est pas confirmée du côté européen, qui ne ferme cependant pas la porte à une contribution supplémentaire après 2018. De surcroît, M. Davutoğlu réclame que la suppression par les pays de l'UE de l'obligation de visa de séjour de courte durée au bénéfice de ses compatriotes soit effective d'ici au mois de juin. Les Européens tiennent cependant au respect des procédures d'évaluation en cours, ce qui rend cette échéance moins certaine. La Turquie et la répression des journalistes, nous en avons parlé dans nos précédentes émissions avec des journalistes turcs. On sait que la liberté de la presse en Turquie est relative aujourd'hui. Il faut aussi souligner dans l'actualité internationale une démonstration de force de l'Iran remarquée dans le contexte de la détente entre ce pays et ce que l'on appelle la communauté internationale après l'accord bien sûr sur le nucléaire. Téhéran jeudi, Siavash Ghazi. Ces nouveaux tirs de missiles interviennent près de 2 mois après l'entrée en vigueur de l'accord nucléaire avec les grandes puissances et la levée d'une grande partie des sanctions internationales. Les 2 missiles lancés mercredi sont de type Rad, d'une portée de 2000 km environ.
Ce sont des missiles de précision qui ont la capacité d'être guidés. Ils peuvent atteindre facilement Israël, l'ennemi juré de l'Iran. La télévision iranienne a diffusé les images des tirs qui ont été effectués d'un point non identifié dans les montagnes du nord de l'Iran. Mardi, d'autres tirs ont été effectués à partir de silos souterrains. Là encore, la télévision a montré les bases souterraines où les missiles de différents types sont stockés et à partir desquels ils peuvent être tirés. Ces tirs de missiles montrent la capacité de dissuasion de l'Iran. C'est une réponse aux sanctions américaines décidées le 17 janvier contre l'Iran après un test de missile en octobre, a déclaré un responsable militaire des gardiens de la révolution. Avec ces nouveaux tirs de missiles, l'Iran veut montrer que malgré l'accord nucléaire, il n'est pas question de limiter sa capacité balistique. Ces nouveaux tests ont fait réagir les États-Unis qui se sont dit inquiets par les capacités balistiques de l'Iran. L'actualité internationale, ce sont aussi de nouveaux tirs de missiles nord-coréens et la mise en examen de Lula, l'ancien président du Brésil, pour blanchiment d'argent. Et c'est aussi ces fichiers de quelques 22 000 partisans de l'organisation de l'État islamique reçus par une chaîne de télévision, la chaîne de télévision britannique Sky News, du pain béni, si j'ose dire, pour les services de renseignement. Suite d'une semaine d'actualité à Tours à l'occasion des 9e assises du journalisme avec l'école publique de journalisme de Tours, le PJT, j'imagine, Nicolas Souris, que l'actualité internationale est un des domaines sur lesquels vous faites travailler les étudiants. Évidemment, à la fois dans le suivi et puis dans la façon aussi de raconter cette actualité. Ouais. Gabriel Brassard-Lecourt, bonjour. Bonjour. Vous venez du Québec, je vous remercie d'être venu à ce micro. Vous êtes une jeune journaliste québécoise. J'ai voulu vous entendre parce que vous illustrez aussi le travail de cette nouvelle génération de journalistes qui n'est pas que française et cette nouvelle génération qui se bat en fait. Vous êtes journaliste depuis combien de temps ? Depuis environ 8 ans. Ouais. Et vous avez connu combien de licenciements ou de mises à la porte ? J'ai connu 3 licenciements dans 3 salles de rédaction en l'espace de 3 ans. Ce qui m'a un peu amené finalement à créer mon propre média que j'ai cofondé avec d'autres. Alors, on est ce qu'on appelle ici un pure player, donc ce qu'on appelle au Québec un média en ligne. Oui, et donc, on est le reflet de toute une génération qui se pose des questions sur l'état de la presse qui va pas très bien ici, mais aussi au Québec. Dans notre média qui s'appelle Ricochet, on a un aspect international assez important. Alors ça, vous y tenez, je crois, parce que vous dites qu'au Québec, peut-être au Canada plus largement, on parle peu finalement d'actualité internationale. Très, très peu. Et c'est toujours le premier endroit... Heureusement qu'il y a RFI au Canada. Hein. Oui, on peut écouter RFI au Québec. Tout à fait. Et c'est toujours le premier endroit dans les salles de rédaction où on fait des coupures financières. On trouve que c'est moins cher de faire affaire avec les agences de presse comme Reuters ou l'AFP. Cependant, ça ne remplace pas des correspondants. Nous, à Ricochet, on ne travaille qu'avec des indépendants qui voyagent beaucoup. C'est le reflet aussi de notre génération qui bouge beaucoup. Et donc, on a la chance de pouvoir faire des reportages du terrain de journalistes qui se rendent dans plein de pays différents, évidemment par leurs propres moyens. Hein, c'est la différence d'une époque où on envoyait des correspondants avec un financement certain. Mais on tient à ouvrir la population québécoise sur des enjeux internationaux. Et notre présence ici de la délégation est un reflet de ça aussi. Gabriel, vous avez dit le mot-clé reportage de terrain. Le journaliste, c'est aller sur place, c'est aller voir des gens, c'est aller discuter, c'est aller vérifier. C'est pas simplement derrière un ordinateur. Et ça, vous y tenez beaucoup, Nicolas Souris. Oui, c'est la base de notre métier. Faut faire attention à ne pas dire que finalement la technologie doit l'emporter sur le terrain. La technologie, c'est un moyen de faire du terrain, mais l'essentiel du journalisme, ça reste d'aller voir, d'aller écouter pour les autres. Ça paraît tellement évident, mais quand on écoute certains propos, il faut le rappeler. Il faut le rappeler, effectivement. Aller chercher des histoires, aller vérifier des histoires sur place, aller rencontrer des personnes, incarner l'information. La technologie va nous permettre de la raconter différemment, de la diffuser différemment, mais la base du métier, ça reste quand même le terrain. Marc Matré ?
Oui, le terrain, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle le terrain. Le terrain, c'est bien sûr aller rencontrer des gens dans les rues, etc., etc. Mais ce n'est pas que ça aussi. Maintenant, c'est aussi travailler sur les réseaux sociaux, c'est aussi travailler des bases de données, faire ce qu'on appelle virtuel, oui, exploiter numérique. des bases de données avec voilà, et faire ce qu'on appelle du data journalisme. Je veux dire, le terrain maintenant, c'est considérablement élargi et la profession de journaliste est devenue quelque chose de très technique aussi. Hein. Il ne faut pas l'oublier. C'est pas seulement, ce n'est plus maintenant seulement le journaliste avec son calepin et son stylo. C'est devenu un journaliste, c'est quelqu'un qui est multimédia, qui raconte les histoires de manière multimédia et qui exploite toute une multitude de sources qui sont et conventionnelles et non conventionnelles. Hein. Alors, parmi les étudiantes de l'école publique de journalisme de Tours, il y en a un certain nombre qui sont passionnées par le monde. Bonjour Romane. Bonjour. Romane Frachon, vous, c'est Cuba qui vous passionne. Et vous avez déjà d'ailleurs travaillé à Cuba. Oui, j'y suis allée l'année dernière. En fait, je vivais au Québec. J'ai passé un an à l'Université Laval et je suis partie à La Havane. En fait, je suis allée partout. Je suis allée à Guantanamo aussi. Et, j'ai rencontré différentes personnes que j'ai pu contacter avant. Donc, vous parliez du digital, mais à Cuba, il n'y a pas vraiment Internet, pas encore. C'est très compliqué. Pas forcément seulement parce que le régime l'impose à la population, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas les infrastructures nécessaires et parce qu'il y a un embargo depuis 56 ans. Et ça a été difficile de travailler ? Oui. À Cuba ? Oui, ça a été difficile. En fait, sur place, j'ai eu la chance de rencontrer, le 1er mai, de rencontrer un journaliste de Reuters, et Enrique de la Osa, et qui m'a emmené dans une agence où il y avait Internet, et où il y avait Skype, où il y avait tout ce qu'il fallait. Donc là, j'ai pu contacter des rédactions et téléphoner pour... voilà, c'était aux frais de Reuters. Et vous allez continuer à suivre Cuba, parce que Cuba aujourd'hui est au cœur de l'actualité internationale, depuis notamment le réchauffement des relations, le rétablissement même des relations entre les États-Unis et ce pays. Oui, c'est ce qui a déclenché mon départ, je pense. C'est vraiment... Cuba m'intéressait déjà. Et je vais continuer. Je pars fin mai et je pars pour une durée indéterminée, je crois. Donc je vais essayer d'être correspondante là-bas. Nicolas Souris, vous en avez beaucoup d'étudiants comme ça qui partent presque à l'aventure ? Ça reste à la marge, hein, il faut pas se le cacher, mais bien évidemment qu'on les accompagne dans ces projets-là. Romane va aller notamment travailler à l'AFP, à La Havane, va faire de la radio, puisque Romane a fait la spécialisation radio. On en a évidemment qui travaillent aujourd'hui à RFI. Je pense à Nicolas Repère, par exemple, qui était parti à Kaboul il y a quelques années, qui est maintenant à Ramallah. Tout de suite après avoir quitté l'école de Tours. Donc oui, ces projets-là existent et nous, on ne peut que s'en réjouir, même si statistiquement, c'est pas la majorité des projets. Vous voyez, Gabriel Brassard-Lecourt, vous qui venez de Québec, les jeunes journalistes français, votre génération, même parfois un peu plus jeunes, sont aussi passionnés par le monde. Oui, tout à fait. Et moi, j'ai fait un master en journalisme international à l'Université Laval qui m'a notamment amené à étudier à l'ESJ et ensuite à faire des stages à Dakar pendant 2-3 mois, donc au Sénégal, et ensuite faire un stage au monde diplomatique. Et donc, ça m'a ouvert beaucoup de portes et d'ouverture d'esprit, notamment d'aller travailler en Afrique. C'était vraiment bien. Et je trouve que pour ça, les écoles de journalisme font un bon boulot ici et au Québec de nous donner cette opportunité-là. Ensuite, je trouve que sur le marché du travail, c'est autre chose. Les portes sont plus ou moins bouchées pour l'international, au Québec du moins, mais on peut toujours le faire comme indépendant et c'est ce que la plupart des journalistes internationaux au Québec font. Ils partent eux-mêmes et ceux qui veulent vraiment découvrir le monde le font quand même. Romane Frachon, en quelques secondes, vous allez repartir donc à Cuba, à l'AFP, au bureau de l'AFP. C'est quand même une référence, évidemment, dans le journalisme. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ce qui se passe à Cuba aujourd'hui ? C'est la politique ou plutôt la société, ou les deux, vous allez me dire ? Oui, les deux vont ensemble, mais la société, c'est vraiment les gens, la gestion de le lien social qu'il y a. Et, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre et de démêler un peu tout ce
tout ce qu'on m'a dit, toute l'idée qu'on a de Cuba et qui est tellement différente quand on est sur place et qui est souvent contradictoire. Ça aussi, c'est une mission des journalistes, effacer les clichés, rétablir la vérité, si l'on peut, si elle existe, cette fameuse vérité. Ouais. Nous allons marquer une pause, quitter Tours durant quelques minutes, et les assises du journalisme, et regagner nos studios à Paris, à Issy-les-Moulineaux, pour écouter quelques nouvelles du monde, encore le monde, et on se retrouve donc dans un peu plus de 3 minutes. À tout de suite. Parfait, très bien. Ça a été. Vous restez avec nous, Gabriel. Et Marc et Nicolas aussi. On va appeler Laure. Ouais. Pour toi, c'est fini. Pour toi, la torture est terminée. Gabriel, vous pouvez laisser quelques minutes la place à... Oui. Mais vous revenez tout à l'heure, hein, je vous rappelle tout à l'heure. Ouais. Où t'as dégoté cette bouteille d'eau? Bah, j'ai soif, j'ai vachement soif en fait. Ouais. Vous aurez un point de plus à l'examen. Ah, voilà. Avec qui n'as-tu pas formé Oui, ça commence à me faire peur en plus. Si, il y a Justine. Justine et Jessica. Tu peux prêter ta place quelques minutes à Jessica, qui vient qui va faire un peu de pub pour les clés de la presse. Bonjour Maurice, je t'avais pas reconnu. Comment ça va? Comment t'as su qu'on était là? C'est une amie de mes enfants qui m'a appelé et m'a dit que j'étais attendu. Lui aussi qui m'a appelé. Oh, c'est gentil, merci. Tu me sauves la vie là, Hugo. Ouais, ça va. C'est sympa de Ah, c'est gentil. Mais t'as vu les gens d'unité? Non, j'ai pas vu. Il est occupé. Je lui parlais. Bon, tu restes là, de toute façon, vous restez là. Bonjour. Ouais, c'était avant Jésus-Christ. Il y a 14 ans, vous étiez mon prof à Tours. Gwenel Cadoré, j'avais fait un mémoire, la bonne nouvelle, par rapport de la formation, le mémoire tout ouvert. Si vous vous souvenez. Mais tu fais quoi là? D'ici, le nom me dit quelque chose. Maintenant, je suis journaliste pige, j'étais dans la PHR, je fais du web et de la pige. Mais ça va, depuis 10 ans. Ouais, tu survis? Oui. Ah oui, non, bien. Non, ah bon, bien, je m'en sors bien. Oui, non. Ouais. Bon, super. Ouais. C'est marrant parce que je voyais personne des anciens tours, mais hier soir, il y en avait, non? Il y avait une fête hier soir des anciens. Ah ouais? Ouais. C'est toi là. Donc là, on va redémarrer. Il va y avoir un reportage sur les manifestations de mardi. Le thème, ça sera après. Laure, je te lancerai sur la précarisation. Je trouve que c'est un sujet qui te va bien en fait. Une petite réaction sur le sujet. Là. Après, on parlera des clés de la presse. Allez, on va redémarrer. Après, ouais, il faudra laisser la place. Ouais. Ah non, vous restez avec nous parce que vous pouvez réagir à ce que vous... Non, on est ici parce que vous êtes là, si j'ose dire. Il y aura Nicolas aussi qui reviendra. Allez.
Quoi ? Laure, Jessica, on va faire un petit test de micro. Dites chacun. Laure, vas-y. Alors, je vais déblatérer sur notre ami journaliste Alibé. Voilà, non, mais ça m'a beaucoup agacé cette intervention, et surtout l'intervention contre le syndicaliste où il lui a dit je te donnerai la parole quand tu prendras la parole quand je te la donnerai. Ça, j'ai trouvé ça très élégant. C'est bon. Jessica. Bonjour. Bon, moi j'ai un peu moins de choses à dire que Laure parce que pour l'instant, c'est pas sûr. Pour l'instant, j'ai dit. Oui. Ça va cette Sur le syndicalisme en tout cas. Justine. Bonjour, c'est Justine. Je participe à l'émission de Pierre-Édouard sur RFI. Un peu plus. Pardon ? Parle un peu plus. Ok, je sais pas trop quoi vous dire, donc je vais dire n'importe quoi. Ouais, justement, c'est ça le but. C'est bon ? D'accord. Déclare-lui ton amour. On s'est regardé droit dans les yeux pendant un an. Hein. C'est deux de mes anciennes étudiantes. C'est vrai. Ah. Merci pour toutes ces informations. Retour à Tours pour les 9e assises du journalisme avec nos invités et les reportages de la rédaction au Palais des Congrès, le Vinci. Une semaine d'actualité. À Tours, comme dans beaucoup de villes de France, il y a eu mercredi des manifestations contre le projet de réforme du Code du travail. Entre 200 000 et 500 000 personnes dans toute la France, selon les estimations un peu vagues. Reportage à Paris de Pauline Glaise. Une menace pour les travailleurs, c'est comme ça que le projet de loi est perçu par les manifestants. Sous son poncho de plastique rouge Force ouvrière, Pascal Corbex, secrétaire général de la Fédération Action Sociale du syndicat, ne décolère pas. Ce projet va casser complètement le contenu du Code du travail, créer une sorte de coquille vide dans lequel les employeurs pourront demain modifier nos horaires de travail sous n'importe quel prétexte, et en premier les prétextes économiques, donc c'est pas acceptable. Alors face à ce texte dont il ne veut rien garder, Laurent Vinci-Guerra, chauffeur de bus parisien, n'entrevoit qu'une solution. C'est une attaque en règle, il n'y a que le soulèvement, l'insurrection des travailleurs, de la population qui pourra empêcher cet avenir-là. Son poing ganté de rouge levé bien haut, Marie, elle, ne réclame pas seulement la fin du projet de loi. Le gouvernement n'a qu'à démissionner parce qu'il ne fait que des lois qui sont contre les promesses de la campagne de François Hollande, et c'est totalement contradictoire au vote que l'on a fait. Donc on ne votera plus pour lui, et il faut qu'il soit conscient qu'il y a franchement des limites qui sont atteintes et qu'il va falloir qu'eux reculent, nous pas. Les syndicats ont d'ailleurs promis de poursuivre la mobilisation. À leurs yeux, les manifestations d'aujourd'hui n'étaient d'ailleurs qu'une mise en jambe. Quelle connerie! Hollande, Macron, Payas sont des patrons! Pas de discussion, pas de compromission! Retrait de la loi! Pas de discussion, pas de compromission! Dans ces manifestations de mercredi, il y avait d'ailleurs beaucoup d'étudiants, il faut le noter. Une semaine d'actualité au Palais des Congrès de Tours, suite à l'occasion des 9e assises du journalisme avec l'école publique de journalisme de Tours, grande école, une des 14 reconnues par la profession. On parlera des prix remis pendant ces assises des journalistes, par des journalistes et aussi par des étudiants en journalisme. Mais je voudrais avec vous, Laure Coleman, qui est journaliste et qui enseignait à l'école de journalisme de Tours, que l'on parle. Le reportage m'y fait penser de la situation des jeunes journalistes aujourd'hui qui,
depuis déjà quelques années, connaissent une précarisation récurrente. Oui, alors, que des journalistes soient précaires, moi quand je suis rentrée dans ce métier, il y avait déjà beaucoup de précarisation, mais c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, ça s'est accéléré. Ça s'est accéléré pas uniquement du fait de l'arrivée d'Internet dans les rédactions, mais aussi beaucoup du fait de la réorganisation des rédactions. Quand on voit par exemple dans la presse magazine dont moi je suis issu, on a des armées de cadres et plus du tout de rédacteurs, etc., puisque c'est tous des pigistes. L'ubérisation de notre métier, on le connaît nous depuis avant que le terme existe. Donc voilà, c'est quelque chose dont on est conscient et dont on peut parler. Il y a une différence là, ces derniers temps, c'est que les jeunes journalistes l'ont totalement intégré et commencent à se dire, bon, les CDI, tout ça, ça n'existe plus, donc comment on fait et comment on recrée notre métier et comment on le redessine. Et ça, c'est un mouvement qui est vraiment très intéressant et dont on peut voir, dont on discute dans les commissions ici aux Assises. Alors, ce qui est intéressant à souligner, Laure Coleman, vous êtes bien placé pour le savoir, c'est que la presse écrite résiste à toujours autant de partisans, de partisans parmi les étudiants en journalisme. Parce qu'on parle souvent de la radio, de la télévision, de plus en plus, mais la presse écrite résiste. Oui, elle résiste assez bien, justement, je pense, parce que les étudiants ont intégré cette précarité et que du coup, ils sont en train de mettre en place des stratégies. Puis, bon, en plus, il y a Internet, avec tous les sites qui se créent sur Internet et qui est un appel d'air pour travailler. Mais ils s'organisent, ils imaginent leur vie, etc. Ils essayent. Alors évidemment... l'idéal, ce serait pour eux quand même qu'ils aient un CDI, mais ils savent que ça va être long et compliqué. Et du coup, on voit des nouveaux médias qui se créent, qui se montent, etc. Marc Maintrey, je vous vois réagir. Oui, parce que... je rappelle que vous présidez les Assises, qui avaient oui, comme thème cette année le prix de l'info. Je pense qu'on ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle. Je veux dire, quand un jeune journaliste commence, ne lui proposer que de la précarité, ne lui proposer même pas des CDD, en fait, en définitive, des stages, quelle horreur. Je veux dire, quelle horreur, je veux pas dire le stage lui-même, mais des stages qui vont durer 6 mois, puis qui vont être renouvelés, et puis comme ça, on va être en stage permanent. On ne peut absolument pas se concevoir que l'entrée dans le métier, ça ne soit que ça. Ça ne soit que ça parce que du coup, là, on a une vraie dégradation de la qualité de l'information. Donc moi, je plaide, mais les Assises plaident vraiment pour que on revienne à la raison, quoi, quelque part. C'est vrai que la situation économique des journaux est difficile, mais c'est pas une raison pour que ce soit les jeunes qui en payent le prix. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Marc. C'est quelque chose que je note depuis 2 ans où il y a un sursaut. Je voulais souligner ça parce que je trouve qu'ils ont une résilience qui est quand même extraordinaire et que je pense que c'est pour ça qu'ils viennent sur la presse écrite et la presse multimédia. Alors justement, nous en avons un exemplaire, si j'ose dire, un spécimen en face de vous, qui est une étudiante de l'école, Justine Cantrel. Vous avez choisi la presse écrite. Oui. C'est un choix courageux, dirait-on. Je trouve qu'on arrive dans le métier à un moment très intéressant où tout est à réinventer, tout est à repenser, des nouveaux formats, des nouveaux outils. Donc je trouve que la presse écrite et encore plus multimédia permet ça aujourd'hui. Ouais, vous avez un statut particulier, Justine, c'est qu'on l'ignore souvent dans le grand public, c'est que vous êtes en alternance, en apprentissage. C'est-à-dire que vous alternez les cours à l'école et le travail réel. Oui. C'est une chance, je trouve, de proposer ça dans cette école, parce que ça permet de continuer à être formé théoriquement à l'école et de participer à la vie d'une rédaction au quotidien et d'avoir des responsabilités, d'écrire. Et ça permet de mettre un pied dans le monde du travail tout en gardant encore un pied dans le monde étudiant. Donc, quand vous avez le pied dans le monde du travail, vous avez envie de revenir à l'école après Pas spécialement. Voilà, les choses sont dites. Et vous faites votre alternance dans un journal qui s'intéresse à la presse, qui s'intitule Les Clés de la presse. Jessica Ibelaïden, vous êtes journaliste dans ce journal, vous êtes d'ailleurs étudiante de l'EPJT. Il y a quelques années encore, vous étiez
à la place de Justine, en face de vous. C'est bien ça. On peut dire en 2 mots ce que sont les Clés de la Presse ? Alors, les Clés de la Presse, c'est un journal professionnel sur la presse et les médias. On a une newsletter qu'on publie 2 fois par semaine sur l'actualité vraiment chaude et un magazine aussi papier qu'on publie 4 fois dans l'année. Notre but, en fait, c'est d'être un peu une boîte à outils en fait, pour les éditeurs. C'est un journal qui est fort bien fait, il faut le préciser. Merci, c'est très gentil. Et voilà, notre but, c'est vraiment d'essayer de donner des idées à la profession pour justement, dans ce monde qui évolue et dans cette profession qui évolue, continuer à avancer et à avancer ensemble, pourquoi pas. Et vous avez fait pendant ces assises une lettre quotidienne ? On a fait une lettre quotidienne, donc on a changé un peu notre rythme de publication pour pouvoir être présent sur les assises et pouvoir collaborer en fait avec les étudiants de l'EPJT pour justement leur montrer un petit peu comment une publication professionnelle peut se concevoir. Alors Laure, je reviens avec vous avant que nous partions en Afrique. Je reviens à cet attrait pour la presse écrite, multiforme, disait Justine Cantrel. Ça, je trouve ça réconfortant, vraiment. Oui, moi j'étais, au niveau des candidatures des étudiants pour l'école et après quand ils choisissent leur spécialisation, on a eu un creux. On a eu 2 ans, notamment quand Jessica a fait sa licence, on a eu vraiment un gros creux. Et là, ça fait 2 ans, 3 ans où on a de plus en plus de candidats qui veulent vraiment une spécialisation presse écrite, mais aussi parce qu'il y a le multimédia derrière et que le multimédia passe aussi beaucoup par l'écrit. Une semaine d'actualité. Et nous partons donc pour l'Afrique maintenant, comme chaque semaine, à la même heure dans cette émission, bien sûr, en Tunisie d'abord, victime lundi d'une attaque de djihadistes à sa frontière avec la Libye, dans le sud-est du pays, à Ben Guerdane exactement, plus de 50 morts, correspondance de Djihan Bergaoui. Les autorités tunisiennes sont en état d'alerte. Ben Guerdane est désormais sous couvre-feu nocturne de 19h à 5h du matin. D'importants renforts militaires sécurisent les routes du sud du pays et les forces de l'ordre continuent de patrouiller dans cette région à une trentaine de kilomètres de la frontière libyenne. Un dispositif important après cette attaque inédite. De par son nombre déjà, il y aurait au moins une trentaine d'assaillants. Et puis il s'agit d'une attaque simultanée en plein centre-ville de Ben Guerdane. Les terroristes ont ciblé 3 sites stratégiques à la fois, une caserne militaire, un poste de police et un poste de la garde nationale. Selon des témoignages d'habitants, les assaillants auraient eu une liste de noms et d'adresses et se seraient livrés à une sorte de porte-à-porte pour assassiner des responsables sécuritaires. Les enquêteurs tentent maintenant de comprendre les motivations de ce groupe armé, savoir si les suspects interpellés ont éventuellement d'autres complices prêts à passer à leur tour à l'action. Cette attaque est déjà la 2e en moins d'1 semaine dans cette zone frontalière. Mercredi dernier, 5 terroristes présumés ont été abattus dans la région de Ben Guerdane. Pour tenter de se protéger de la menace venue de Libye, les autorités ont construit un mur de sable d'environ 200 km le long de la frontière tuniso-libyenne, un mur censé empêcher l'infiltration de djihadistes. La situation est à suivre évidemment dans nos journaux, tout comme la suite de l'élection présidentielle au Bénin et au Niger. Mardi, c'était la journée des droits des femmes. L'occasion pour nous, dans la perspective de ces assises, de parler de la création d'une radio dédiée aux femmes à Dakar, précisément la capitale du Sénégal. Un reportage de Guillaume Thibault, notre correspondant. Femme FM, la radio des femmes, des enfants et de la musique. La peinture est fraîche, le studio tout juste installé. Femme FM émet depuis 5 jours seulement. L'équipe de 15 personnes prend ses marques à l'origine de cette radio, la chanteuse Kumba Gawlo Seck. Parler des choses dont on ne parle pas, les choses qui blessent, qui font mal, qui briment la femme, qui la poussent à baisser le regard. On cherche juste à ce que ces choses-là soient éliminées. Femme FM, les brèves. Bonjour à toutes et à tous. Éducation, crève de société. Premier flash pour Awali, rédactrice en chef adjointe de cette radio qui lutte contre l'injustice. Pas forcément du féminisme, disons qu'on est plus pour la justice humaine simplement. Voilà, à chance égale et également à compétence égale. De retour de reportage, Mamoudou Laminka travaille sur les violences faites aux femmes, notamment les viols. Quand la femme dénonce son bourreau, c'est elle qui est considérée comme étant responsable. J'ai travaillé sur le viol. Et j'avais intitulé ma grande enquête « Silence en viol ». Femme FM ne diffuse pour le moment qu'à Dakar sur le 87.9, mais les responsables espèrent obtenir des fréquences en région rapidement.
Nous allons retrouver nos invités aux 9e Assises du journalisme à Tours dans un instant. Mais avant, puisque nous parlons de ce sujet, il nous faut avoir une pensée pour nos amis Ghislaine Dupont et Claude Verlon, assassinés à Kidal, au Mali. Une bourse de RFI porte leur nom. Elle récompense de jeunes techniciens et des journalistes, des élèves, des étudiants en journalisme africain. Cette année, pour sa 2e édition, les lauréats sont malgaches. Et pour cette édition spéciale dédiée aux jeunes journalistes, aujourd'hui, j'ai interrogé un jeune confrère, le jeune journaliste récompensé. Il s'appelle Andou Rakut Voine. J'ai commencé dans la presse écrite comme journaliste culturel déjà. Ensuite, petit à petit, j'ai enchaîné sur toutes les rubriques. Et au bout d'1 an, on m'a mis en relation avec le département web de notre groupe de presse. Donc j'écrivais en même temps dans le journal et je travaillais aussi sur le web. Et je suis aussi photojournaliste, entre autres. Donc je suis un peu touche à tout. Et sur des thèmes particuliers ? Au début, j'ai commencé dans la culture, mais j'ai enchaîné sur des faits de société. Et puis aussi un peu d'économie. De la politique, à un certain moment, j'ai écrit, puisque dans notre rédaction, l'éditorial du journal, il tournait... Donc j'écrivais 1 fois par semaine l'édito du journal pendant à peu près 1 an. Mais je suis surtout dans les faits de société et la culture. Et vous avez un projet particulier dans le domaine de la radio ? Dans le domaine de la radio, je voudrais plus me spécialiser dans tout ce qui est reportage. À Antananarive, par exemple, dans la capitale, il y a pas mal de sujets, mais aussi dans les autres villes où on peut trouver beaucoup de sujets justement de faits de société. Voilà. Il y a des difficultés particulières dans l'apprentissage et surtout la pratique du métier aujourd'hui à Madagascar, des difficultés peut-être matérielles, non ? Oui, surtout matérielles, puisque déjà il y a une crise économique où voilà, le secteur privé il peut pas beaucoup investir dans tout ce qui est matériel déjà. Mais moi je me plains pas trop puisque mon groupe de presse, voilà, on a quand même le minimum pour travailler. Vous pratiquez donc le journalisme depuis quelques années à Madagascar. Vous allez maintenant pratiquer la radio. Vous êtes donc un espoir du journalisme malgache. Vous avez quelque chose à dire aux invités qui sont autour de la table aujourd'hui, qui vont vous écouter, les jeunes journalistes notamment ? Je pense que le journalisme a besoin d'être tout le temps réinventé. Et je pense que nous, les jeunes, on a beaucoup à apporter là-dessus. Et je dis qu'il faut du courage aussi pour pratiquer le journalisme et que le temps passe très vite. Comme moi, par exemple, c'est comme si j'avais commencé hier et aujourd'hui, je suis dans la radio. Voilà. Et un salut bien sûr à tous ceux qui veulent devenir journalistes en Afrique et qui nous écoutent en ce moment même sur le continent africain. J'en profite aussi d'ailleurs pour saluer quelques auditeurs, comme je le fais chaque semaine, ceux qui nous envoient des mails ou des messages. Je salue Taïrou à Mopti au Mali, Abdoulaye à Bamako, je salue Kadiatou à Conakry, Hassan à Tunis. Bonjour aussi à Yves à Brazzaville, mais aussi à 2 auditeurs qui nous écoutent en France sur Internet, Annie à Arras et Sylvain à Lyon. Retour au Palais des Congrès de Tours pour ces 9e Assises du journalisme. Et j'accueille maintenant un étudiant. Il y a beaucoup de filles, mais il y a aussi encore des garçons dans les écoles de journalisme. Esteban Pinel, bonjour Esteban. Bonjour. Alors, on parlait de Madagascar il y a un instant. Vous y revenez ? Oui, exactement. J'ai passé 3 semaines sur la période de Noël. Et je rebondirai assez vite sur ce qu'il a dit par rapport aux jeunes journalistes malgaches, parce que j'ai pu en croiser lors de ce stage à la Radio Nationale Malgache. Ils sont très demandeurs de conseils, parce que voilà, les formations, ça se développe, c'est encore en cours d'évolution. Et ils sont vraiment très demandeurs. On ne leur permet pas toujours, parce qu'il y a quand même pas mal le poids de l'État, par exemple, ou les contraintes financières ne leur permettent pas vraiment d'acquérir toujours un niveau très, très haut, très rapidement. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai travail à mener et on aura l'occasion d'en reparler, j'imagine, avec l'association Africa Media qui essaie de mener des choses pour développer tout ça. Alors si vous avez des choses à leur dire, dites-leur tout de suite aux journalistes malgaches que vous avez rencontrés pendant votre séjour. Ils vous écoutent là en ce moment. Effectivement, c'est essayer de s'affranchir de ces contraintes, même si elles ne sont pas faciles, donc d'être débrouillards. Ils le sont, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que voilà, il y a toujours, notamment dans la radio nationale qui emploie pas mal de monde, il y a ce côté, la contrainte de l'État, quoi. Donc c'est essayer de penser autrement, apprendre à penser autrement, trouver les problèmes et pas seulement faire ressortir la parole de l'État et seulement les solutions que propose l'État, mais d'essayer de voir les enjeux sous-jacents à tout ça. Mais c'est vrai que ça manque et c'est ce qu'il faudrait exhorter à faire. Et le choix de Madagascar est un hasard ou c'est un vrai choix ? Un petit concours de circonstances. Moi, je voulais partir en stage, si possible en Afrique, dans un pays francophone. Parce que mon niveau en anglais ne me permet pas d'aller trop loin non plus. Ah, il va falloir corriger ça vite fait. Voilà, mais ça va venir. Mais effectivement, après, il y a des contacts, notamment avec Monsieur Souris, ici présent. Madagascar s'est imposé parce que il y avait moyen d'y aller, effectivement, et ça a été très accueillant et très pratique également. Donc
très intéressant. Alors avant d'écouter votre directeur, Nicolas Souris, et de retrouver Marc Matré qui a dirigé les assises, on va retrouver Gabrielle Brassard-Lecourt, qui est notre jeune journaliste québécoise. Vous aussi, vous commenciez à en parler dans la première partie de l'émission, vous avez un attrait particulier pour l'Afrique? Oui, dans le cadre de mon master, en fait, j'ai fait des stages à Dakar. J'ai fait un mois au Journal national qui s'appelle Le Soleil. Et ensuite, j'ai fait un autre mois et demi à l'AFP, qui a un petit bureau. Ils sont 3-4 de l'AFP à avoir un bureau à Dakar. Mais c'était vraiment intéressant pour moi d'être là-bas et surtout de commencer dans un journal local parce que ça m'a tout de suite mis en contact avec la culture là-bas. Et ensuite, pendant mon mois à l'AFP, il y a eu un soulèvement populaire assez historique pour le pays. C'était le début d'un mouvement qui s'appelle Y en a marre, créé par des jeunes, beaucoup des musiciens, et qui finalement, 1 an et demi, ont mené à la défaite de Wade. Alors, c'était vraiment très stimulant d'assister à ça et c'est bien d'être témoin de ça et de pouvoir rapporter ça au Québec et de dire, on peut changer les choses et d'essayer de créer un mouvement social pour... c'est le but... En fait, c'était mon but d'être journaliste, d'essayer d'influencer ma société, notamment en parcourant le monde mais notamment en parcourant le monde et en essayant de voir ce qui se fait ailleurs, comme ici aux Assises et voilà. Alors justement, Nicolas Souris, donc vous êtes, je rappelle, le directeur de l'EPJT, l'École publique de journalisme de Tours, une des 14 écoles reconnues par la profession. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête des journalistes aujourd'hui, de tous ces jeunes que vous voyez défiler depuis quelques années? Je précise que vous êtes d'ailleurs, vous, un ancien même de l'école. Oui, ça peut aider de savoir ce qu'il y a dans la tête des étudiants, même s'il y a de cela quelques années. J'espère qu'il y a des rêves, j'espère qu'il y a de l'enthousiasme, il y en a évidemment, il y a de la curiosité pour le monde qui les entoure. Et puis, ce que disait Justine tout à l'heure, on n'est pas face à une page blanche, mais il y a tout encore à inventer dans ce métier. Et je pense qu'il y a une excitation à se dire que dans la façon dont on raconte l'actualité, dans le récit, dans la façon dont on la diffuse, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas encore et qu'eux vont être acteurs de ces transformations-là. Et je pense que ça nourrit leur enthousiasme. Et puis, il y a aussi, je pense, une lucidité sur ce qu'est le marché de l'emploi aujourd'hui. Ils sont réalistes, effectivement. Oui, je pense. Il y a une vraie lucidité sur ce qu'est le marché de l'emploi dans le journalisme. Pour autant, ça ne les décourage pas et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Marc Matré. Oui, mais moi je pense que l'avenir du journalisme est vraiment excitant, quoi. Je veux dire, il y a vous trouvez? beaucoup. Oui, je le trouve, oui, absolument. Je veux dire, d'abord, on n'a jamais autant consommé d'informations. Donc, il y a juste un problème de modèle économique. Alors, je dis juste, c'est un énorme problème. Je veux dire, mais jamais, on a été autant informés. Jamais les gens ne se sont autant informés. Jamais les possibilités techniques n'ont été aussi considérables pour inventer des nouvelles formes, effectivement, de narration. Donc tout ça, moi je trouve ça super excitant. Je veux dire, c'est pas du tout et c'est pas c'est pas d'un rêve, ça. C'est pas un rêve, c'est une réalité. Alors, ce qui me frappe, c'est que dans les discussions des assises ou dans d'autres enceintes, dès qu'on parle de journalisme aujourd'hui, on parle finalement très peu de contenu. On parle surtout de tuyaux, techniques, technologie. Mais il y a un contenu, Gabrielle. Oui, tout à fait, mais en même temps, comme on le disait, comme la technologie change beaucoup, on est un peu appelé à réfléchir à ça. En fait, c'est un tout. Nous, par exemple, on a décidé d'aller sur le web, mais on a aussi décidé de passer beaucoup de temps sur le design de notre plateforme. Et le but de ça, c'était de mettre en valeur le contenu. Donc, le contenu reste toujours au centre de, je pense, le journalisme. C'est juste que les médiums changent et donc, il faut trouver des façons technologiques de le mettre en valeur. Mais en tout cas, à Ricochet, il reste toujours central pour ça. Je vais me tourner à nouveau vers Esteban. Vous êtes confiant pour l'avenir? Ouais, plutôt. Bon, il y a forcément quelques doutes, je dirais, mais c'est vrai que ces réflexions sur contenu, elles sont intéressantes parce que si on veut attirer les gens vers la presse, notamment... pas les inciter à payer, mais vraiment à faire l'effort d'aller vers une bonne information. Il faut qu'il y ait des contenants de qualité, il faut qu'il y ait des nouvelles formes de narration, un côté multimédia, mais ça suppose des moyens de qualité et donc de l'argent. Et voilà. Donc le financement, il faut réfléchir à des nouveaux modèles économiques, mais pour attirer de base, je pense qu'il faut des contenus de qualité, de base. C'est sûr. Et Nicolas Souris, veiller à ce que la personnalité des étudiants s'épanouisse
et non pas formater. C'est un grand débat aussi dans la profession, le formatage par les écoles de journalisme des étudiants. Oui, puis ça vient aussi du fait que les étudiants que l'on a à Tours, mais c'est vrai aussi dans les autres écoles de journalisme, ont des parcours différents, ont des profils différents et chacun enrichit l'autre. Alors il faut préciser, Marc Matrey, qu'il y a eu des prix remis pendant ces assises. Il faut en dire un mot. Oui, alors il y a 4 prix qui ont été remis. Alors il y a le premier, le prix du journalisme a été remis à un ouvrage collectif qui a été fait sous la direction de Fabrice Arfi et Paul Moreira, qui s'appelle Informer n'est pas un délit, qui est un ouvrage de combat en fait, donc contre la censure, les nouvelles formes de censure, cette petit truc insidieux qui fait que les journalistes ne peuvent pas bien travailler. Il y a un deuxième livre qui est très important, qui est Sauver les médias, de Julia Cagé, qui est une économiste et qui est une réflexion sur repenser la gouvernance des médias. Donc c'est un livre qui donne des pistes en fait. Qui donne pas des... Il y a une troisième catégorie qui a été faite par les étudiants. Très important aussi. Chaque école. Alors pour le coup, et moi je comprends les étudiants qu'ils aient choisi ce film, parce que c'est un film qui s'appelle Un baptême du feu, qui est sur un documentaire, qui est sur un jeune photographe reporter de guerre qui s'appelle Corentin Follen et il a suivi pendant 4 ans l'évolution de ce jeune reporter, et on le voit mûrir comme ça au fil du temps. Et peut-être pour le public de RFI, je veux dire, il y a aussi dans la catégorie recherche, alors c'est un livre un peu plus austère, mais qui est aussi très très intéressant, qui s'appelle, de Virginie Sassoon, qui s'appelle Femme noire sur papier glacé, et qui est en fait un livre, une analyse de tous les journaux comme Amina, qui sont destinés aux femmes noires africaines ou des Antilles. Alors Gabriel Brassard-Lecourt, qu'est-ce que vous retirez de ces assises? Vous voyez que les Français réfléchissent beaucoup. Oui, tout à fait. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'au Québec, on a des congrès là, de nos différentes associations professionnelles et on est beaucoup dans la posture de ça va mal et ça va donc mal. Et qu'est-ce qu'on... Ici aussi. Et on va pas beaucoup plus loin dans le débat. Et je trouve qu'ici, il y a eu des ateliers très intéressants, notamment de lier l'entrepreneuriat à la presse. Et je sais que c'est un peu, pour certaines générations, surtout, j'ai l'impression qu'il faut casser la baraque un peu là-dessus parce que c'est un peu mal vu. Et même les jeunes, on aspirait, moi j'ai longtemps aspiré à travailler dans des grandes salles de rédaction jusqu'à temps que je me dise, justement, j'ai pas l'espace, j'ai des contraintes pour faire du contenu que j'ai envie de faire. Donc, pourquoi pas créer mon propre média avec d'autres. Et donc, je trouve ça très intéressant qu'il y ait ça au cœur des assises, qu'on puisse réfléchir tout le monde ensemble au nouveau modèle économique, à la technologie, au data journalisme. C'est des enjeux très actuels et ça fait du bien de sentir une certaine solidarité là-dedans et de pouvoir faire émerger des idées et des solutions positive, même si personne ne peut prédire l'avenir. Tout le monde est dans le même bateau, mais c'est quand même intéressant justement pour ça. On reconnaît l'énergie du continent nord-américain, ça fait toujours du bien, nous, dans la vieille Europe, comme disait je ne sais plus qui. Nicolas Souris, on va terminer avec vous. Vous formez non seulement des journalistes, mais des entrepreneurs, alors. Exactement, mais même dans nos cursus à Tours, il y a moyen de travailler sur cette thématique de comment je peux aussi monter ma propre entreprise de presse. Et quels sont les enjeux aujourd'hui pour une école de journalisme ? Parce que je rappelle qu'il y en a 14 aujourd'hui. Il y en avait beaucoup moins il y a quelques années. Il y a une sorte de concurrence qui s'est établie aujourd'hui. Oui, concurrence, oui et non. C'est plutôt une complémentarité. Il faut voir ça comme une complémentarité. On parle effectivement des 14 cursus reconnus. Il y en avait, moi, quand j'étais étudiant en journalisme, il y en avait 7. Il y en a 2 fois plus aujourd'hui. Au final, ça fait sortir à moins de 400 jeunes journalistes chaque année de ces cursus reconnus. Il y a d'autres cursus. Marc on a dirigé un qui aussi forme au journalisme. Il y a quand même 1800 nouvelles cartes de presse chaque année en France. Il n'y en a que 400 qui sont attribuées à des jeunes qui sortent de nos cursus reconnus. Donc ça reste une profession ouverte. On n'est pas obligé de passer par une formation de journalisme pour être journaliste. Il faut que ça reste une profession ouverte.
Merci Nicolas Souris de nous avoir accueillis dans cette newsroom de l'école publique de journalistes de Tours. Toute l'équipe des étudiants a suivi ces assises pendant 3 jours. Ils ont été visiblement passionnés par leur tâche. Ils ont fait un travail formidable. Ouais. Merci Marc Maintré d'avoir présidé ces assises, de nous avoir proposé ces assises qui vont rester quelques années à Tours, je crois. Oui, pour 3 ans. Oui, pour 3 ans. Donc on aura peut-être l'occasion de se retrouver. Merci Esteban et bonne route. Merci Gabriel, bon retour à Québec. Ainsi s'achève donc cette édition d'une semaine d'actualité que nous vous avons proposée aux Assises du journalisme à Tours avec l'école publique de journalistes de Tours, au Palais des Congrès le Vinci à Tours, une émission dédiée, vous l'avez compris, aux jeunes journalistes. Réalisation évidemment Vanessa Rovensky, prise de son Bertrand Eclair. Je vous retrouve demain, mais à Paris cette fois, pour le magazine Idées, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde. Avec notre invité, nous serons en compagnie de Nabil Mouline, il est chercheur spécialiste du monde arabe. Nous parlerons avec lui du califat, son sens, sa construction, son histoire, dans la perspective bien sûr de l'autoproclamation par l'organisation État islamique d'un califat. Donc le califat demain, dans Idées, demain dimanche, 16h10 temps universel, 17h10 heure française. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI. Merci d'avoir joué le jeu, c'était...